Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La question qu'on peut se poser évidemment, et qu'on se pose, que certains se posent, est-ce qu'un homme est une femme comme les autres ? Est-ce qu'une femme est un homme comme les autres ? Vous savez que ça a circulé, ça fait des années, parent deux, je suis un homme, je suis une femme, je suis un arbre, je suis un gallinacé, je suis une herbe folle, etc. Il paraît que les choix sont devenus excessifs. Eh bien, Aude Mirkovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, vous êtes maître de conférences en droit privé, et vous avez écrit ce livre, il y a 2 ans, Questionnement de genre chez les enfants et chez les adolescents. Il n'y a pas que chez eux qu'il y a des questionnements de genre, il faut le dire. Et vous êtes président de l'association Juristes pour l'enfance. Alors, parlons-en, parce que vous posez un vrai problème aujourd'hui. Alors, un vrai problème. Il n'y a pas que vous. Vous le posez, mais d'autres le vivent. Cette espèce, ça fait déjà des années, on peut dire 20 ans, mais ce questionnement sur le genre devient une espèce de, je suis très frappé de problème presque mondial, parce que quelqu'un comme Vladimir Poutine, qu'on n'entendrait pas là-dessus, fait une demi-heure de ses discours sur le genre. Donald Trump, qui vient d'être élu président de la République, parle du genre. Tout le monde parle du genre, en France, n'en parlons pas. Au fond, on en est arrivé à quoi ? C'est un mélange des genres ou c'est une religion, une nouvelle religion sur le genre ? Alors, je dirais que c'est plutôt de la religion, c'est une sorte de croyance. Certains croient que le ressenti personnel, la volonté, pourrait transformer un homme en femme et vice-versa. Donc finalement, le donné le choix. Je veux dire que c'est un homme et une femme, et voilà, je choisis ça. Voilà, c'est-à-dire que le donné biologique, le corps sexué serait finalement complètement anodin, indifférent à la matière, et chacun pourrait exprimer son identité de genre, donc son ressenti comme homme ou comme femme, sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire s'identifier, se ressentir femme, si on n'a plus de référent objectif ? Et donc vous voyez que le sexe est disqualifié au profit donc de cette fameuse identité de genre qui Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Au fond, moi, quand j'entends ça, franchement, je dirais comme ça, soyons basiques, et je crois que tout. Qu'est-ce que ça veut dire identité de genre ? Vous voulez dire que ce qui compte, ce n'est pas le sexe, homme ou femme, c'est le genre. Mais c'est quoi le genre ? C'est le ressenti que chacun a de lui-même. C'est ça. La façon dont il s'autodétermine. Il s'agit d'autodéterminer, donc que chacun détermine lui-même son identité sexuée, ce qu'il est, et ce qu'on appelle son genre. Parce que vous voyez que le vocabulaire du genre est préféré à celui du sexe, parce que le mot sexe renvoie quand même un petit peu trop à la biologie et au corps, au charnel, qu'il est quand même difficile d'ignorer. Mais il ne faut pas se leurrer, sous couvert d'identité de genre, en fait, ce qui est revendiqué et imposé, c'est le fait d'être considéré de l'autre sexe. C'est-à-dire, oui, et c'est moi qui décide de ma considération. Si, par exemple, je veux me marier avec un fourmilier tamanoir, c'est mon choix le plus, c'est mon choix le plus strict. Et si je me ressens arbre, disons, au platane, j'ai le droit. Alors, je vais loin exprès, mais quand même. Oui, vous pouvez le revendiquer, mais est-ce que c'est vrai que là, nous discutons aujourd'hui du fait de se ressentir homme ou femme et de vouloir être considéré comme tel, mais vous savez sans doute, il y a beaucoup d'autres ressentis, parce que le champ du ressenti est sans limite. Et par exemple, aux États-Unis, il y a une femme qui est assez connue, qui s'appelle Rachel Dolezal, qui, elle, s'identifie afro-américaine alors qu'elle est de type caucasien, donc elle est blanche, elle s'identifie noire. Oui. Et justement, elle pose la question, est-ce qu'elle peut se considérer comme telle du seul fait qu'elle s'identifie ? C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la provocation ou quoi, elle s'identifie vraiment. Et donc on voit bien la limite. Est-ce que je peux m'identifier à tout ? Est-ce que je peux disqualifier le réel en m'identifiant ? Après tout, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Si quelqu'un croit que sa volonté, son ressenti peut changer son sexe, bien après tout libre à lui, mais une croyance, nul n'est obligé d'y croire, on n'est pas obligé de la partager, surtout quand elle est contredite par l'expérience. Oui. Et puis comme vous dites, c'est du niveau de la croyance, mais le réel, alors c'est cacher cette biologie que je ne saurais voir. La biologie n'existe plus. Alors, pour les plus radicaux peut-être, mais non, la biologie existe, mais elle est disqualifiée pour dire qui est quelqu'un. C'est quand même basique. Les chromosomes XX et XY, pardon, ça existe. Comment peut-on le disqualifier ? On peut dire ce qu'on veut,
Mais est-ce que alors je veux dire, c'est la mise en congé de réel, c'est ça? C'est exactement ça. C'est que ce réel biologique, on ne peut pas le nier, mais on n'en tient pas compte. Voilà, pour que chacun puisse dire qui il est, il n'a pas besoin de tenir compte de son corps. Chacun pourrait s'identifier, s'affirmer homme ou femme en fonction de son ressenti et de ce que lui-même pense de lui-même, et le donné sexué biologique est considéré comme indifférent. Mais cette croyance est contredite en effet par le réel et par la réalité et par l'expérience la plus commune. C'est pour ça que en fait elle pose quand même un grave problème social, parce que les répercussions sont sans fin sur le champ social. Oui, alors sans fin, mais justement, parlons-en. Ça amène à quoi, ça? Si, disons, c'est minoritaire et on peut espérer que ça, enfin, je le dis à titre personnel, on peut espérer que ça le restera. Mais quand même, ça, est-ce que ça n'amène pas un certain nombre de malaises, plus que ça, de crises? Mais si, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et en fait, à mon avis, le problème vient pour une grande partie de ce que juridiquement, le changement d'état civil, parce que la loi permet à une personne de changer la mention de son sexe à l'état civil. C'est intéressant les termes du code civil. Si le sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle est connue et dans lequel elle se présente. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, se présenter et être connu comme homme, ou se présenter et être connu comme femme, si ce n'est dérouler une série de stéréotypes. Donc en fait, tout en disqualifiant la réalité sexuée, on finit par conférer une importance complètement démesurée à des aspects tout à fait secondaires, le paraître, l'apparence. Donc voilà, en fait, juridiquement, ce changement de la mention du sexe à l'état civil a été revendiqué et accordé sur le fondement du respect de la vie privée. Comme si le fait d'être un homme ou une femme relevait de la vie privée de l'intéressé. D'accord. Et une fois qu'on a dit que ça relevait de la vie privée... Donc c'est sacré, c'est la vie privée. C'est ça, plus personne ne peut rien dire autour. Glissement de sens. Ouais. Mais le problème, c'est que ça ne relève pas du tout de la vie privée. Parce que le fait d'être un homme ou une femme a des conséquences en permanence dans le champ social et sur les autres. Déjà, les autres sont sommés de renoncer à leur perception du réel pour adhérer au ressenti d'autrui. Mais c'est très violent, en réalité, comme injonction. C'est source de malaise. Et puis ensuite, d'un point de vue un petit peu plus peut-être juridique, on ne fait plus un pas dans la vie sociale aujourd'hui qu'en tant qu'homme ou femme. Il n'y a qu'à penser, par exemple, je sais pas, aux élections politiques. Pour se présenter aux élections, on a des scrutins de liste sur lesquels il faut être un homme, une femme, un homme, une femme. On a la parité à tous les étages. La parité absolue, oui. Voilà, mais on voit bien que les objectifs de parité ne peuvent plus être mis en œuvre à partir du moment où chacun s'autodétermine homme ou femme. Bien sûr. C'est vrai que ça met la parité en danger. Même ceux qui sont pour la parité absolue, ça le met en danger. Mais c'est quand même assez étonnant parce que ça atteint à des sommets. Allez, je ne dirais pas d'insignifiance ou de bêtises, mais quand effectivement, donc mon ressenti, c'est le réel. En fait, c'est quelque part ce que disent les questions, enfin les transgenres ou les gens qui... Mais est-ce que ça n'amène pas quand même un certain nombre de problèmes majeurs? Enfin, on en a parlé hors antenne. Moi, quand j'apprends franchement que si je veux devenir une femme ou si une femme veut devenir un homme, je parle du point de vue hormonal, du point de vue des bloqueurs de puberté, enfin d'un certain nombre de choses qu'il faut prendre, et du point de vue de la chirurgie, qui n'est pas une chirurgie légère, qui est une chirurgie lourde, il y a des ablations à faire et autres, ça coûte dans les 125 000 euros, remboursé intégralement par la sécurité sociale. Ça, c'est la loi. Comment effectivement, alors que si on se soigne les dents et les yeux, c'est pas ça. Comment on en arrive là, franchement, Aude Mirkevi? Eh bien, alors, c'est clair que la question de la prise en charge est un paradoxe de plus, parce que à la fois, les militants transaffirmatifs veulent imposer l'idée qu'il n'y a rien de pathologique dans le fait de s'identifier dans le sexe opposé à son sexe biologique. À la fois, il n'y a rien de pathologique, et en même temps, on demande la prise en charge par l'assurance maladie. Certes, la médecine est sollicitée, en fait, la technologie est sollicitée, mais s'il n'y a rien là de thérapeutique et de pathologique, là, c'est vrai que là, on pourrait vraiment questionner la prise en charge, surtout à 100% par l'assurance maladie. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'agit de la prise en charge au titre de l'ALD, donc affection longue durée hors liste, que jusqu'en
En 2010, il s'agissait des affections longue durée en matière de santé mentale. Ça a été retiré de ce champ justement pour dépathologiser. Mais en fait, ça reste quand même pris en charge par l'assurance maladie. Donc là, c'est vrai que c'est un tour de passe-passe, surtout quand on voit le panier des médicaments, le panier de la prise en charge qui est réduit à chaque, chaque vote du budget. Cette fois-ci, c'est suspendu, mais c'est toujours la même ligne. Ah, c'est la même antienne, c'est clair. Mais alors, Aude Mirkovitch, comment on peut sortir de là? Comment on peut envisager, je ne dirais pas une solution, mais comment on peut envisager de sortir par le haut de cette espèce de confusion des genres, si je peux me permettre? Moi, je n'ai pas la solution miracle. C'est vrai qu'on est arrivé quand même à un point qui est très, très complexe. En tout cas, déjà, un début, c'est d'accepter que le fait de s'affirmer homme ou femme a des conséquences sur les autres. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y en a pas. On fait comme s'il n'y en avait pas. Mais c'est faux. Il y en a en permanence. On a parlé de la parité tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler du sport, des compétitions sportives, on pourrait parler de l'incarcération des délinquants hommes qui s'identifient femmes dans des prisons pour femmes. Les conséquences sont illimitées. Et on a vu aux Jeux Olympiques. Voilà. On a eu quelques exemples frappants, si je peux le dire. Par conséquent, à partir du moment où l'impact social est réel et en plus est important, il faut absolument en tenir compte. Donc si certaines personnes veulent s'identifier dans le sexe opposé, après tout, libre à elles, mais pourquoi disqualifier le sexe? Pourquoi éliminer l'identité sexuée pour autant? Je sais pas, à la limite, peut-être qu'une piste de réflexion pourrait être que l'état civil doit continuer à relayer le sexe des personnes, libre à elles ensuite de s'autodéterminer comme elles le souhaitent, et on pourrait discuter ensemble de voir quelles conséquences on peut donner à cette autodétermination. Mais en tout cas aujourd'hui, la situation actuelle, à savoir que l'état civil continue à comporter une mention sexe, alors qu'en réalité, il ne relaie plus le sexe, il relaie le ressenti des gens. Mais le ressenti des gens ne peut pas être le fondement du lien social. Il y a quand même, il faut le dire, une escroquerie d'étiquette. C'est ça, c'est que le terme employé, le terme sexe, en réalité, ne correspond pas au contenu maintenant de la rubrique. Donc c'est vrai qu'il faudrait déjà remettre l'état civil sur pied, parce que cette subjectivisation donc, de l'état civil, le fait que chacun puisse autodéterminer sa mention à l'état civil, eh bien, ruine le lien social. Vous voyez, il y a de plus en plus aujourd'hui de manifestations dans lesquelles, au moment de votre inscription, on vous demande de renseigner le nom de famille, le prénom et ensuite le pronom, le genre. Comment voulez-vous qu'on s'adresse à vous, au masculin ou au féminin? Donc cette sollicitation qui est en apparence inclusive, en réalité, elle ruine le lien social. On ne peut plus s'adresser à quelqu'un si on n'a pas été présenté. Parce qu'on ne peut pas savoir qui il est. On ne sait pas ce qu'il est, il faut que vous me disiez ce que vous êtes pour que je puisse... Donc je n'ai pas de solution miracle, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là à penser et surtout à tenir compte de l'impact sur les autres, parce qu'il y a une violence, qui est sournoise mais qui est réelle, justement d'imposer à tous d'adhérer à ce qui relève du ressenti d'un tel, de sa croyance. Merci Aude Mirkovitch. Je rappelle votre livre Questionnement de genre, c'est chez Artege, à lire vraiment avant de vous genrer. Merci Monsieur Berkoff. Berkoff dans tous ses